Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. Cela fait 35 ans ce 6 novembre, jour pour jour, que le président Paul Biya est à la tête du Cameroun. Un anniversaire que le RDPC, le parti au pouvoir, célèbre avec face, alors même que le Cameroun traverse l'une des crises sociopolitiques les plus rudes de son histoire. Alors comment un homme a-t-il pu tenir à la tête du Cameroun pendant plus de 35 ans? Des Camerounais évoquent la personnalité du chef de l'État, sa maîtrise de son entourage, mais également sa psychologie. Ailleurs, on parle de ce grand chanceux qui a tout reçu sans rien donner en retour. Vous entendrez ces Camerounais dans cette édition du journal. Ils s'attardent tous à dire que le temps de passer la main est peut-être arrivé. Et je vous le disais, la tension reste vive dans les régions anglophones du pays. Un gendarme a trouvé la mort ce matin dans des affrontements avec de jeunes gens dans la partie anglophone, plus précisément dans la région du Nord-Ouest, localité de Djakiri, où l'on enregistre cette fin de semaine un incendie, le 4e incendie d'un établissement scolaire dans cette partie du pays. Nous en parlons dans cette édition du journal. Et puis en sport football, New Star de Douala et UMS de Loum sont tous deux décidés l'un et l'autre à remporter la Coupe du Cameroun de football. Les deux équipes qui se sont qualifiées ce week-end pour la finale de cette compétition se préparent au SARC. Voilà pour le sommaire, les détails c'est dans un instant. Une fois encore, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du 20h. Je vous le disais, il ne se passe plus 2 jours dans les régions anglophones du pays sans qu'un établissement scolaire ne soit ravagé par les flammes dans la région du Nord-Ouest. 4 établissements ont vu plusieurs de leurs bâtiments partis en fumée en une semaine seulement. Dernier cas en date, la localité de Djakiri, où le lycée bilingue de cette partie du pays a été ravagé partiellement par un incendie qui s'est déclaré dimanche. Le mode opératoire est le même. Des individus non identifiés arrivent dans un établissement et ils y mettent le feu. Des précisions avec Gladys Sidji. Le bloc administratif, la librairie du lycée bilingue de Djakiri ont été complètement ravagés par les flammes. Les 2 vigiles en faction rapportent que des individus armés ont fait irruption dans l'enceinte de l'établissement samedi aux environs de 20h30. Pris de panique, ils se sont enfuis. Les individus non identifiés ont mis le feu au bâtiment administratif et à la librairie. Tout a été réduit en cendres. Mon voisin m'a appelé en disant que le lycée de Djakiri était en flammes. J'ai donc décidé d'aller voir ce qui se passait. Je me suis rendu compte que le feu avait tout envahi. Nos tentatives pour éteindre le feu ont été vaines. Tout a brûlé dans la librairie et les bureaux administratifs. Les responsables du lycée bilingue de Djakiri, les autorités de la ville dressent le bilan de cet autre incendie. Le sous-préfet tente de rassurer les parents. We went and saw the scene and it was really disappointing. Je suis vraiment déçu, mais je pense que les populations doivent tout faire pour nous donner des informations. The institutions have something to say. The guards who were in school have something to say. Les voisins, les gardiens doivent avoir quelque chose à dire. Je pense que si toutes ces personnes collaborent, on peut mettre un terme à ce problème. It's unfortunate, but I want to assure you, those who have orchestrated this act will not go unidentified. We already have indices. Nous allons identifier les auteurs de cet incendie et ils seront punis. I think we are happy that we have some information concerning what is happening. Le sous-préfet de Djakiri précise que la sécurité sera renforcée autour des établissements scolaires. Cette série noire des incendies dans les lycées et collèges crée davantage la psychose chez les parents. Le bloc administratif a brûlé, la librairie aussi. Je suis un parent et je suis mal à l'aise.
And if the forces of law and order, Si les forces de l'ordre pouvaient mettre la main sur ceux qui incendient les écoles, les parents seront heureux. in fact, the parents will be very, very grateful. Le lycée bilingue de Diakiri est le 4e établissement incendié en l'espace d'une semaine dans la région du Nord-Ouest. Je vous le disais également, un gendarme est décédé ce matin même à Diakiri, dans le département du Mboui, région du Nord-Ouest. Il est décédé lors d'une intervention au lycée technique de la localité. Des jeunes gens encore non identifiés ont pris d'assaut cet établissement scolaire à ce jour, chassant les apprenants de son enceinte. C'est lors de ces échauffourées qui ont suivi l'intervention des éléments de la gendarmerie que ce gendarme est décédé. Pour l'heure, les circonstances exactes du décès de ce soldats ne sont pas encore connus. La sécurité y est renforcée depuis l'après-midi. 6 novembre 1982, 6 novembre 2017, cela fait 35 ans que le président Paul Biya est à la tête du Cameroun, ce qui fait de lui une espèce rare dans le champ politique mondial et même africain. Une longévité au pouvoir que certains expliquent par sa connaissance de son pays, la connaissance des personnes qui l'entourent ou mieux encore sa psychologie. Ailleurs, on évoque tout simplement le destin d'un homme qui a tout reçu sans donner grand-chose à son tour. Mais selon tous les bords, il est peut-être temps aujourd'hui de passer la main. Guizogo a rencontré des parlementaires et des sociopolitistes à Yaoundé. Voici son reportage. 35 ans après son arrivée à la présidence de la République, la longévité de Paul Biya au pouvoir interroge. À ce sujet, l'historien politique Joseph Oonan Tchama convoque d'abord une combinaison de ressources que Paul Biya a su capitaliser au fil du temps. Il y a sa connaissance du pays, il y a une connaissance des grands dossiers, il y a une connaissance des hommes. Beaucoup de responsables des partis d'opposition sont des anciens membres de son propre parti. Donc il connaît en fait tout le monde et tout ce qui peut de manière conjoncturelle ou structurelle essayer de perturber la marche de ce pays. Des atouts que corrobore également le député UPC à l'Assemblée nationale, Robert Bapolipot. Le président Paul Biya maîtrise la psychologie politique de notre pays et ce qui peut même nous amener à dire que l'avenir du Cameroun, que ce soit dans une perspective positive ou négative, dépend entièrement du chef de l'État. En outre, pour l'historien politique, cette longévité de Paul Biya s'explique aussi par un agenda politique personnel qui consiste à durer aux affaires. Le président Paul Biya, c'est peut-être ce qu'il faut retenir très fortement. Il a su faire sien du temps avec grand T. Il savait que la Constitution lui garantissait, j'allais dire, une voie royale. Il a attendu son temps. C'est arrivé comme c'est arrivé, avec tous les événements qu'on connaît, malheureux qu'on connaît malheureusement. Mais il s'est installé et il est là. Quant au député UPC, il voit comme autre raison à cette longévité l'inanité de l'opposition camerounaise. L'opposition camerounaise a opté pour un seul programme politique, Paul Biya Mesgo. On n'a pas pris un recul nécessaire pour faire des propositions fortes de manière structurelle pour analyser et amener le peuple camerounais à avoir une autre vision de la politique et considérer en fait qu'on pouvait opter pour une alternance. Reste cependant ce que Paul Biya entend faire après ses 35 ans au pouvoir. Va-t-il passer la main? Le député UPC met en garde contre l'illusion du calme en politique qui annonce souvent la tempête. En politique, lorsque tout semble calme, lorsqu'on croit maîtriser tous les paramètres, c'est à ce moment-là que va apparaître le danger. Joseph Oonan Tchama, quant à lui, pense qu'il serait bon que Paul Biya passe la main. S'il passait la main, au cas où il arrivait à le faire, en respectant tout ce que cela induit, ce serait une très bonne chose. Je crois que 35 ans, il a fait... Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a fait son temps, mais je crois que 35 ans, c'est pas rien. C'est-à-dire que s'il faut faire un bilan, il y a de la matière critique à analyser et voir ce que d'autres personnes pourraient proposer. Bon. Entre ses vœux et la réalité, seul Paul Biya sait la direction qu'il entend prendre après 35 ans de bail, a étudié.
Et à l'occasion de ce 35e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya, des militants du RDPC à Douala ont démontré leur ignorance de la célébration de ce jour. Pour eux, il s'agit tout simplement de l'anniversaire de leur parti. Et loin de prêter donc une oreille attentive aux discours qui ont été prononcés à l'occasion des multiples meetings qui se sont tenus dans la capitale économique ce lundi, ils ont plutôt profité pour faire de bonnes affaires. Sylvestre Hippolyte Zangaou et Georges Mitterrand. Sous-préfet de Douala 2e, Didier Bidja, qui a autorisé le meeting du RDPC dans cet arrondissement, est assis à la tribune, au milieu des militants du parti de la Flamme. C'est bel et bien, en sa qualité de chef de terre, qu'il assiste à cette manifestation publique, puisqu'il y est venu avec son véhicule de fonction. D'autres partis politiques sont également là, à l'exemple de l'ANDP. Les militants du RDPC sont venus célébrer le 35e anniversaire de la session du président de leur parti à la magistrature suprême. Mais vu l'abondance des chaises vides, l'on constate qu'ils sont nombreux qui n'ont pas répondu présent. Face à ceux qui sont là, les photos de Paul et Chantal Biya rappellent le jour anniversaire. Les discours se succèdent, mais ne sont pas suivis par tous. À l'ère Android, cette militante est concentrée à regarder des vidéos sur son téléphone portable. À la question posée à certaines militantes de savoir ce qu'elles célèbrent réellement, leur réponse révèle leur ignorance de la circonstance. Je suis venue pour l'anniversaire du parti, puisque je suis militante, présidente de comité de base. Je vends les croquettes. Quand je viens à chaque meeting, j'ai quelques paquets de croquettes que je propose aux camarades. Ce n'est donc pas la célébration du 35e anniversaire de la session à la magistrature suprême de Paul Biya pour cette dernière, mais la fête du RDPC. Pour d'autres, la présence est importante pour que le nom soit connu des décideurs qui se trouvent à Yaoundé. Mon nom est à Yaoundé depuis l'an 2000. L'année 2000. Mon nom est à Yaoundé. Tamara Thérèse, mon Pondia. Tu es toujours au pouvoir. Ceux qui ne sont pas derrière toi, ça les regarde. Nous sommes derrière toi. Au-delà des discours qui célèbrent leurs champions, voilà donc comment certaines militantes ont vécu ce 6 novembre à Douala 2e. Et la ville de Yaoundé était en mode inertie ce 6 novembre 2017. Ministres, secrétaires généraux et directeurs d'administration ont tout simplement vidé les bureaux pour prendre part à ces meetings du parti au pouvoir qui étaient organisés à travers le triangle national. Une attitude, vous l'imaginez, qui a paralysé le fonctionnement de plusieurs administrations. Les usagers ont été priés de revenir plus tard. Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Il est 9h ce lundi 6 novembre, lorsque notre chemin croise celui du jeune Pierre-Valéry Samet. Il sort à peine du ministère des Finances, les nerfs à fleur de peau. Et pour cause, ce pourquoi il a effectué le déplacement a tourné court. Du moins, je suis venu consulter à l'évolution d'un de mes dossiers ici aux finances. Ouais. Comment ça s'est passé? Bon, du moins, c'est la personne chez qui je voulais aller, je ne l'ai pas trouvé sur place. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Bon, on m'a dit qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Je peux me dire peut-être qu'il est dans un meeting quelque part ou... Bon, en fait, ça c'est la raison que je donne. Je ne vais pas dire que c'est normal puisque c'est quand même un frein à l'évolution des choses. C'est pas... Bon, en fait, moi je ne trouve pas ça bien. Bien sûr que c'est un anniversaire, mais un anniversaire ne doit pas porter entrave à l'évolution du travail et à la continuité du service. Étienne Minon, acteur de la société civile, est lui aussi préoccupé par la désertion des bureaux par les différents responsables, en commençant par les ministres, les secrétaires généraux et les directeurs de l'administration centrale. C'est un vrai dommage, en ce sens que la fête, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut aussi laisser les bureaux fonctionner et puis avoir le temps pour aller faire la fête. Les fêtes, très souvent en Afrique, ça se fait le soir, ce n'est pas dans la journée. Et puis on peut pas prendre toute une administration, l'administration de la République du Cameroun, en otage par rapport à un parti. Comme tous les 6 novembre, Yaoundé s'est vidé de l'essentiel des membres du gouvernement et autres cadres de l'administration publique. Occupés qu'ils étaient par les meetings organisés ça et là pour marquer les 35 ans de la session de Paul Biya à la magistrature suprême. Une pilule très amère pour les usagers qui ne demandaient qu'à suivre leur dossier et à être bien servis. Le président de la République lui-même déplore ce genre de situation. Il y a l'inertie.
Il y a par exemple la prise en otage justement des dossiers parce que vous ne pouvez pas suivre un dossier régulièrement. En ce qui concerne le nombre de dossiers, on ne peut plus se retrouver parce que vous déposez un dossier peut-être depuis une semaine. Si par exemple le 6 novembre 2017, les gens ne sont pas dans le bureau, ça c'est un manque à gagner par rapport à cet homme d'affaires qui doit faire avancer son dossier, par rapport à une réclamation justement qui peut aussi impacter positivement ou négativement dans les familles. Ceux des membres du gouvernement, secrétaires généraux et directeurs concernés par les meetings organisés à Yaoundé ont pour certains fait acte de présence avant de disparaître en fin de matinée. Le 6 novembre étant tombé un lundi et connaissant le fonctionnement ainsi que les habitudes des administrations publiques, on peut parier que c'est mercredi, voire jeudi, que la vie reprendra son cours normal dans la plupart des ministères et l'on sera malheureusement déjà aux portes du week-end. Et voilà donc pour la célébration de ce 6 novembre 2017 à travers le pays. Le Parlement pressera-t-il des mesures fortes pour désamorcer enfin la tension de plus en plus vive dans les régions anglophones du pays? En tout cas, l'Assemblée nationale est convoquée en session ordinaire le 14 novembre prochain. C'est un arrêté du président de l'Assemblée nationale qui l'annonce. Une session ordinaire qui est principalement consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'année 2018, comme le veut les usages. Mais l'on s'en souvient, les parlementaires du Social-Démocratique Front, premier parti de l'opposition au Cameroun, n'avaient pas caché leur intention de peser de tout leur poids pour aboutir donc pendant ces assises à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire relative aux événements du 22 septembre et 1er octobre dernier dans la partie anglophone du Cameroun. Comment réussir à dissocier les ambiances des campus et celles des snack-bars? C'est donc le pari que doivent relever plusieurs étudiants au Cameroun. En effet, les snack-bars et campus universitaires se côtoient de très près dans la ville de Douala, par exemple. Un phénomène, vous l'imaginez, qui impacte à coup sûr sur les études de ces jeunes étudiants. Alors, comment certains font-ils pour s'en sortir? Nos reporters Flavien Ndongo et Farel Bounia sont donc allés faire un tour dans cette rue de la Joie à côté d'une cité universitaire. Voici leur reportage. Au cœur de la nuit, dans les alentours de l'université de Douala, nous sommes au lieu-dit Ange Raphaël. C'est l'un des points chauds de la capitale économique du Cameroun. L'ambiance se conjugue au pluriel ici. Les snack-bars, ventes à emporter et bois de nuit se disputent la clientèle. Le phénomène qui dure des lustres se déroule de nuit comme de jour dans cet espace qualifié de rue de la Joie. Le temple du savoir peine à produire de meilleurs résultats depuis qu'il est entouré des points de joie. Je dis que ce n'est pas mieux que c'est bon que l'université soit à côté des bars comme ça, puisque ça les jeunes de mieux fréquenter. Il n'y a pas trop de boulot dans le secteur. Donc les élèves ils n'ont pas vraiment eu la possibilité de bien apprendre parce que l'endroit devient un peu étouffant. Puisque les étudiants ne peuvent pas vraiment se concentrer à leur éducation et d'autres sont vraiment déroutés à aller dans les snacks. Tout ça, ça dérange vraiment des étudiants. Les étudiants, tout comme des parents rencontrés sur les lieux, révèlent en guise d'ironie que ces points de joie sont du miel et les étudiants des abeilles. Ils se dirigent que dans des bars, des boîtes ou des bars qui sont à côté. Et ces milieux qui sont d'une part malsains parce qu'elles détournent, c'est une dépravation des mœurs. La prolifération des snack-bars, ventes à emporter et bois de nuit qui entourent le campus universitaire de Douala a un impact sur la vie des étudiants. D'aucuns estiment que la délocalisation de l'institution universitaire de cet endroit désormais bruyant pour un lieu serein est nécessaire. À mon avis, c'était plus mieux qu'on puisse déplacer l'université envoyer hors de là où il y a l'ambiance comme ça, que ce soit même vers Yassa ou même vers PK14, comme ça dans des endroits un peu éloignés. C'est donc là un autre défi qui interpelle les décideurs, surtout si l'on voudrait avoir des produits de qualité sortis de nos universités. C'est un exercice qui est censé être simple au quotidien, mais à Douala, traverser une route s'avère bien plus compliqué. Les piétons font face à cette difficulté au quotidien et les plus affectés, ce sont ces jeunes élèves dont les établissements scolaires sont situés près de la route. Il faut noter que l'absence de panneaux de signalisation, de passage clouté en rajoute à l'incivisme des automobilistes. C'est le constat que font Mirabel Mazo et Eric Huerta dans ce reportage. En période scolaire,
Les apprenants vivent chaque jour leur plus dure épreuve. Comment traverser la route afin de se rendre à l'école? La problématique reste et demeure. Les établissements proches de la route comme le lycée de Niala et bien d'autres caressent cette difficulté tous les matins. C'est non seulement une véritable course contre l'embouteillage, mais aussi le non-respect du code de la route par les conducteurs. Nous avons mené cette étude qu'on a vu que beaucoup des établissements situés à côté de la route, dans les villes au Cameroun, qu'à Douala où nous sommes, sont vraiment exposés. Par exemple, ici au lycée de Niala où nous sommes ce matin, vous voyez que ça c'est un axe principal qui entre en ville et qui ressort. Et il y a les bus interurbains qui circulent là, à haute vitesse. Et il n'y a aucune plaque de signalisation ici qui demande la limitation de vitesse. Et il n'y a aucune plaque de signalisation ici qui montre au chauffeur qu'il est à l'école. Et il n'y a aucune dodane qui demande aux voitures de ralentir. Et il n'y a aucune zone qu'on a démarquée que les enfants doivent traverser. Vous voyez que les passages cloutés. Vous voyez que ici, les enfants, chacun pour soi-même et Dieu pour tout le monde. Et c'est très dangereux comme ça. C'est pour ça qu'ils sont impliqués tous les jours dans les accidents. En effet, les élèves en uniforme ont déjà une priorité. Et à plus forte raison au niveau des passages cloutés. Mais rien qu'à voir, les automobilistes passés, on est inquiet du niveau d'incivisme. Ils ont du mal à ralentir, moins encore à s'arrêter pour laisser passer les piétons. Mais nous, on est là pour les appeler et pour leur dire qu'autour des établissements scolaires, les vitesses doivent être à 20 km à l'heure pour s'assurer que les enfants soient sécurisés, pour s'assurer que les enfants sont protégés. Selon les chiffres que révèle l'ONG CADVA, spécialisée dans la défense des victimes d'accidents routiers, entre 2 ou 3 jours, un élève est renversé à la traversée du lycée de Niala. Ce lycée n'est pas un cas isolé face à la dangerosité que représente la traversée de la route au Cameroun. Face à l'absence des panneaux de signalisation, des indices de passage cloutés sur les routes, des piétons s'arrêtent parfois pour leur venir au secours. Isolés ou groupés, ces enfants qui font 30 minutes et plus sur le trottoir doivent attendre la bonne foi d'un conducteur ou la bonne volonté d'un adulte capable d'arrêter la circulation. Les enfants qui jouent aux habitués tentent de traverser dangereusement. C'est ainsi que plein d'enfants frôlent le pire au quotidien, soit en se rendant à l'école, soit en la quittant. Le torchon brûle à nouveau entre des employeurs et des syndicats au Cameroun. Cette fois, le vif désaccord met en scène des acteurs du secteur de la chaudronnerie. Le syndicat national des travailleurs de la chaudronnerie, tuyauterie, maintenance industrielle du Cameroun reproche à des employés de ne pas respecter les quotas dans les recrutements en matière de recrutement par les textes qui régissent ce secteur d'activité. Cette tension dans le secteur de la chaudronnerie impact sur plusieurs projets. Vous allez le voir dans cette grande enquête signée Steve Eboulé, Kedjaha et François Dikoumé. Le secteur de la chaudronnerie au Cameroun est en proie à quantité de difficultés. Pour les techniciens qui évoluent dans le secteur, c'est l'un des métiers les plus imposants qui soit et paradoxalement le plus négligé par les autorités au Cameroun. Le chaudronnier au Cameroun est mal utilisé. Celui qu'on vous présente comme chaudronnier n'est pas souvent le chaudronnier. Quand vous partez regarder, c'est quelqu'un qui porte le badge de chaudronnier mais qui n'est pas chaudronnier à la base. Et lorsque le vrai chaudronnier demande des conditions de travail, on ne veut pas. Lors d'une récente sortie, les techniciens de ce secteur, réunis en syndicat, ont servi une série de préavis à plusieurs multinationales et entreprises nationales, parmi lesquelles Fermancam est l'une des plus connues, Guinness Cameroun. Structure qu'ils somment de se conformer aux règles en application dans le pays. Ils s'appuient sur une circulaire du Premier ministre datant de 2012 portant réglementation dans le secteur de l'emploi et fixant les quotas en matière de recrutement du personnel national et étranger. Pour le personnel d'encadrement, nous avons 50%. Pour le personnel agent de maîtrise, nous avons 65%. Pour le personnel d'exécution, nous avons 85%. Qui doivent être appliqués dans tous les chantiers. Des chiffres qui, selon eux, ne sont pas respectés sur le terrain. Les lois sont là, les décrets sont signés, mais ne sont pas mis en application. Parce que ceux qui sont chargés de le faire ne respectent pas. Lorsque l'ouvrier pas même se plaint au niveau de l'inspection du travail, ils font semblant de convoquer l'entreprise, 2 jours après, il n'y a pas de suivi. Et lorsque les ouvriers veulent le revendiquer, vous vous retrouvez à la porte. Au cours de notre enquête, nous nous sommes rendus à Guinness Cameroun pour discuter de cette réalité
avec les responsables. Nous ne serons pas reçus, mais on retiendra, après un échange téléphonique avec un directeur général de multinationales qui a requis l'anonymat, que la plupart de ces techniciens ne sont pas qualifiés. Pour ceux qui ont reçu une formation, ils ne font pas de remise à niveau continuelle afin d'être à la hauteur de la technologie qui avance. Faux, nous assurent les chaudronniers. Les Camerounais sont hautement qualifiés. Nous ne pouvons pas travailler partout en Afrique. Toutes les plateformes, c'est les Camerounais, les raffineries partout, c'est nous. Actuellement, nous avons des gars qui sont au Gabon, au Congo, dans les raffineries. Ils sont en Mauritanie, à l'île de Madagascar. Ils sont partout à travers le monde, en Afrique noire. Et qu'au Cameroun, qu'on fasse encore les préfabrications en Europe. Cette excuse, brandie par de nombreuses multinationales, ne serait en effet qu'une ruse pour ne pas embaucher local. Je vous prends par exemple la charpente au stade de Japoma. Une charpente, ça c'est le B.A.B.A. de la chaudronnerie. Ça c'est du B.A.B.A. Si les Camerounais peuvent faire les jaquettes qui portent une plateforme en mer, depuis plus de 30 ans aujourd'hui, les Camerounais l'ont fait. Et que 30 ans après, on nous apporte des charpentes qui ont été préfabriquées en Europe pour que les ingénieurs camerounais viennent seulement serrer les boulons. Où est le transfert de technologie? Et tout cet argent reste en Europe, les Camerounais demeurent dans la souffrance. D'ailleurs, pour étayer cet argumentaire, ils nous brandissent le prix remporté très récemment à l'international par un jeune Camerounais. Sans douter, le dernier concours qui a eu lieu en Chine où un Camerounais sorti 3e en termes de soudure. Et ça, c'est parce que le quota d'âge était limité. Nous avons beaucoup d'expertise, nous ne voulons pas la laisser mourir. Il y a une jeunesse qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut traduire à cette jeunesse? En plus de ce prix, de nombreux jeunes sortent chaque année de la pléthore de centres de formation hautement qualifiés que compte le Cameroun. Nous avons rencontré l'un d'eux, et pas des moindres, mais plutôt que de le retrouver sur une plateforme pétrolière, c'est ici, dans un marché de la capitale économique, derrière son étal de pommes de terre, que nous venons à sa rencontre. Emmanuel Choumeni, chaudronnier de formation, j'ai un BTS en chaudronnerie, major de ma promotion même. Il y a eu un 13,59. Emmanuel n'est pas seul dans cette position. Quelques-uns ont eu le travail, quelques-uns, parce qu'ils ont les relations et ils ont eu le travail. Mais les autres sont là, ils montent, ils descendent. Beaucoup viennent même sur le marché, on perd le temps ensemble. À la question de savoir s'il a recherché de l'emploi dans son secteur, il nous répond. Énormément même. Si vous faites un tour, par exemple au stade de Japoma, j'ai déposé 2 demandes là-bas. On ne m'a même pas appelé, même un entretien, mais rien. Si vous partez même à fourrer la Gadec, plusieurs fois. Beaucoup d'entreprises j'ai déposé. Tels que lui, ils sont nombreux à être dans la rue avec des qualifications plein la tête. Mais comment comprendre que des compagnies internationales implantées au Cameroun continuent d'embaucher de la main-d'œuvre étrangère en toute impunité? Certaines personnes parlent de fortes sommes d'argent manipulées en bac sous forme de rétrocommission. Des actions qui, si elles étaient avérées, se révéleraient toxiques pour ce secteur d'activité, pourtant prometteur. Nous n'avons pas fait l'ENAM, nous n'avons pas fait l'école de l'EMIA, nous avons fait le lycée technique. Et cette matière est développée pour l'émergence du Cameroun. C'était donc une immersion dans le secteur de la chaudronnerie au Cameroun, une enquête signée Kedjara, Steve Eboulé et François Adikoumé. Hors de nos frontières, à présent, la présidentielle en RDC pourrait finalement se tenir en décembre 2018. Le nouveau calendrier électoral a été rendu public par la Commission électorale nationale indépendante sous la pression de la communauté internationale et de l'opposition. Mais malgré ce nouveau calendrier, l'opposition congolaise exige une période de transition sans Joseph Kabila. Carlos Minoué et Eric Marsan-Diomo pour les précisions. Ce nouveau calendrier prolonge une fois encore la durée au pouvoir de Joseph Kabila, dont le mandat est arrivé à expiration depuis le 31 décembre 2016. Il est donc en contradiction avec les accords de la Saint-Sylvestre 2016 qui prévoyaient l'organisation des élections en République démocratique du Congo au plus tard en décembre 2017 et la mise en place d'un gouvernement d'union pour gérer une transition avec le président sortant à sa tête. 11 mois après, les lignes n'ont pas véritablement bougé. L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, en visite en RDC en octobre dernier, avait exigé que l'élection soit organisée au cours de l'année 2018, sinon le pays perdrait le soutien américain. La Commission électorale nationale indépendante, en réplique, avait, dans une sortie, fait savoir que le délai de 2018 n'était pas tenable et que cette élection ne pouvait avoir lieu avant avril 2019 en raison des contraintes financières et logistiques.
Un dilatoire qui a provoqué le courroux de l'opposition et de la communauté internationale qui ont augmenté la pression sur les autorités de Kinshasa. L'annonce du nouveau calendrier pour 2018 ne satisfait pour autant pas l'opposition congolaise qui exige désormais la mise en place d'une transition sans Joseph Kabila dès le 31 décembre prochain. Les élections de fin 2018 concerneront la présidentielle, les législatives, les provinciales et les locales, toutes bloquées depuis l'impasse politique que traverse actuellement le pays. Parlons sport à présent. Des décisions du comité de normalisation de la FECAFOOT contestées dans la région de l'Ouest. L'entité a procédé ce week-end à la réhabilitation des exécutifs élus en 2009 à travers le territoire national. Si dans les autres régions du pays, les choses se sont relativement bien passées, à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, la légitimité du président de la Ligue régionale de football reste vivement contestée. Jean-Paul Chuniat et Dalachana. Dans la mouvance de la normalisation du football camerounais, l'exécutif de 2009 est désormais réhabilité à la tête de la Ligue régionale du football de l'Ouest. Aux commandes, le capitaine Joseph Fetieu. Je viens de prendre fonction. J'ai rétabli l'ordre déjà où on a mis le désordre. Bon, c'est pas parce qu'il va faire une baguette magique. Là où je suis, il y a la bénédiction. Voilà, il faut savoir ça. À la sortie des travaux, des membres se réclamant de cet exécutif de 2009 contestent la présidence de Joseph Fetieu à la tête du football à l'Ouest en 2009. Vice-président à l'époque, dit-il, Donavan Bougna et compagnie décrit leur marginalisation en tant que membre légitime de 2009. Fetieu Joseph était président de la communauté. Il est arrivé en 2012, mais je vois sur la liste qu'il était premier vice-président. Il n'était même pas à la Ligue régionale, ni à l'Assemblée générale, ni au Conseil régional. Sur cette polémique, Joseph Fetieu, sur un brin d'humour, donne sa part de vérité sur cette affaire. Comment réagissez-vous face à ceux qui contestent votre légitimité? Posez-leur la question, parce que moi, je ne connais pas, moi, je suis légitime. Je vous remercie. En 2009, vous n'étiez pas là, vous, président. C'est ce que vous dites. La preuve, c'est que je suis là maintenant. Boudant la photo de famille avec les autorités administratives pour manifester leur désapprobation, ils promettent d'utiliser toutes les voies de recours pour contre-attaquer cette décision de maître Dieudonné Hapi, président du comité de normalisation à la FECAFOOT. Le président Hapi a signé ce qu'on lui a donné. Quels sont ceux qui lui ont donné? Au niveau de la fédération, on a tout fait d'appeler les secrétaires administratifs des différentes régions. Et c'est ceux-là qui ont donné des noms concordés par leurs employeurs. Ceux qui travaillent à la Ligue, ceux qui étaient recrutés par cette équipe, ils pouvaient en être au fourreau. Pour Belé Edimo, chargé de mission de la normalisation à l'Ouest, l'équipe réhabilitée et tous les acteurs du football doivent se mettre au travail, laissant soin aux instances compétentes de statuer sur les affaires pendantes. Le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Généralement, ça prend un peu plus de temps. Donc, nous laissons aux instances judiciaires ou juridictionnelles de la fédération de gérer ces cas de litige. Le mandat de Joseph Fetieu et son équipe court jusqu'au 28 février 2018, échéance de normalisation qui a été arrêtée par la FIFA en attendant l'organisation des élections à la FECAFOOT dans les ligues régionales et départementales. Sport, football, toujours, je vous le disais en titre, le prochain club champion du Cameroun viendra forcément de la région du littoral. C'est que les deux finalistes de la Coupe du Cameroun viennent de cette région. UMS de Loum et New Star de Douala qui ont obtenu leur ticket de qualification ce week-end sont tous déterminés à remporter le sacre. Ils s'y préparent activement. Hervé Kenyé et Mosfongo reviennent donc sur le palmarès de ces deux clubs finalistes. Le plateau de la finale de la Coupe du Cameroun 2017, UMS de Loum contre New Star de Douala, est composé de deux clubs au trajectoire qui sèment parfois les doyens de l'élite du football camerounais. UMS de Loum, vainqueur de l'épreuve en 2015 et à sa deuxième participation à une finale. Créée en 2011, l'Union des mouvements sportifs de Loum a connu une ascension fulgurante jusqu'à son entrée dans l'élite du football local en 2014. Malgré les frasques de son président fondateur Pierre Kwemou, limogeage en cascade des entraîneurs, mouvement d'humeur des joueurs, UMS de Loum a fait bouger les lignes. Au sommet du championnat de première division, conclu par son titre de champion en 2016. La mauvaise passe sur la scène continentale et en championnat cette saison n'a pas déteint sur la motivation des troupes de Guy Bertin Djemnan. UMS de Loum veut rééditer l'espoir de 2015. New Star de Douala, né de la fusion avec Chantier Naval de Douala, s'est positionné comme un jeune lourd aux dents longues.
Mais le titre de champion s'est toujours éloigné du club en dépit des recrutements de joueurs expérimentés sur le plan local. Cette saison, New Star n'a pas eu son compte. C'est sa remontada qui sauve le club d'une relégation. La détermination collective s'est révélée comme une arme pour le groupe du coach Ndiam Laurent, conscient de l'enjeu de la Coupe du Cameroun après la saison ratée en championnat. Après l'échec de 2012, New Star se dit prêt à accrocher son premier trophée en 2017. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. À suivre juste après cette édition 100% foot avec Étienne Pascal Azigué. À suivre entre autres invités sur son plateau, donc le capitaine du New Star, finaliste de la Coupe du Cameroun. Bonne soirée.